Alors, je redis bonjour et ça me fait drôle parce que je crois que ça fait 3 fois que je recommence cette vidéo. Mon logiciel s'est mis à jour et franchement, je regrette. J'espère que ça va fonctionner parce que je vais pas y passer non plus toute ma semaine. Surtout que, en plus là, je parle d'un livre, cela dit, remarquez, tant mieux, parce que comme je parle d'un livre super coup de cœur, c'est bien, parce que je peux en parler beaucoup. À chaque fois, je raconte pas la même chose, donc on va quand même essayer de faire quelque chose. Donc je vous parle aujourd'hui d'Arizonable Nuit, un roman de Nicolas Dolisi, qui est vraiment extraordinaire, qui est mon coup de cœur, et bien au-delà de ça, parce que c'est une histoire très étrange. Notre narrateur s'appelle Nick, et il va aller étudier dans une nouvelle université dans l'Illinois. Et j'ai trouvé ça très amusant parce que l'auteur, Nicolas Dolisi, il est allé aussi étudier une année aux États-Unis, donc à l'université d'Illinois. Et je me suis dit que ça avait dû drôlement l'inspirer quand même. Donc il raconte son voyage, voilà, l'introduction, il raconte son voyage. Pour ce jeune homme, c'est vraiment le rêve éveillé parce que c'est une aventure d'aller passer une année d'études dans un pays étranger quel qu'il soit. Les États-Unis attirent beaucoup de jeunes. Et puis quand il arrive sur le campus après s'être installé, il voit beaucoup de monde, il y a des bibliothèques, le campus est superbe, l'environnement lui permet de pratiquer l'anglais et l'impression que le monde est créé pour lui. C'est vraiment, vous savez, le petit français, le jeune français qui est roi du monde là, l'espace d'un temps. Il fait de nombreuses rencontres, et dont une assez spéciale aussi. Il va se lier d'amitié assez rapidement avec Josh Travis. Voilà. Par contre, il passe avec cet ami une soirée et une nuit tellement alcoolisée que ce 25 octobre 2003, à la fac, il a des valises jusqu'au milieu des yeux et je sais pas s'il a vraiment retenu quelque chose. Mais en tout cas, il est bien marqué. Le lendemain, ça lui prend un peu comme ça. Il joue de la guitare, mais il n'en a pas. Et comme il a rien à faire, il a pas de travail particulièrement à faire. Il va dans un magasin de musique, pas très loin de son logement, parce qu'il veut une guitare. Bon. Alors il commence à essayer les guitares qu'on lui propose. On lui propose beaucoup de guitares. Il essaye beaucoup de guitares. Et puis, au bout d'un certain temps, on ne se rend pas compte du temps qui passe, c'est très curieux, mais au bout d'un certain temps, ses yeux sont attirés par une guitare bleu foncé qui est posée contre un mur, au fond de la boutique. Je ne sais pas si au départ elle était vraiment à vendre. Et puis, quand il va demander à l'essayer, il va y avoir des conditions et ça crée tout un... je pense, ça crée une attirance particulière pour cette guitare. C'est pas une simple guitare qu'on essaye comme ça. Donc, c'est cette guitare-là qu'il va choisir, avec laquelle il va repartir, mais n'empêche que c'est dans de bien étranges conditions.
Alors avec cette guitare, il joue beaucoup mieux. C'est tout au moins l'impression qu'il a. Il se voit déjà devenir talentueux. Et comme il aime particulièrement cette guitare, il va la prénommer Lisa. Donc ça vous introduit Arizona Bleu Nuit parce que cette guitare est le point de départ de toute une aventure, d'un road trip extraordinaire et qui vous embarquera. Et avec beaucoup de plaisir, il y a plus que du plaisir dans cette lecture, il y a énormément de choses, et notamment, si je vous parle du Club des 27, est-ce que ça va vous dire quelque chose ou pas? Au moins dit comme ça, c'est pas trop comme ça que c'est nommé. Alors je sais pas, mais je crois pas qu'on en connaisse les origines, mais n'empêche que c'est un mythe qui est né en l'espace de 2 ans, de 69 à 71, il y a Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin et Jim Morrison qui ont disparu. Voilà. C'était une claque assez grande pour le monde de la musique et pour que quelqu'un se demande si c'était pas une malédiction. Hein. Parce qu'ils avaient donc 27 ans et il y a des circonstances qui font que beaucoup croient à cette malédiction. Ça n'empêche que, le Club des 27, il y a ceux qui n'ont quand même pas eu le droit d'en faire partie. Il faut avoir 27 ans dans la tombe et le talent est quand même relativement subjectif. Mais cette mort brutale et souvent mystérieuse fait connaître énormément l'artiste. Et quand on dit Brian Jones, surtout Kurt Cobain, parce que pour moi, oui, voilà, pour moi, il y a Kurt Cobain, et on oublie apparemment trop souvent, et je le connaissais pas non plus, le bluesman Robert Johnson. Apparemment, c'est lui qui a fait l'inauguration du club. Quelle belle inauguration, me direz-vous, de mourir à 27 ans. J'ai trouvé que l'auteur, à travers Nick et sa guitare bleu foncé, me faisait découvrir énormément, culturellement parlant, parce que j'ai vraiment découvert Robert Johnson, que je n'aurais certainement pas eu l'occasion du tout. Voilà. Ce Robert Johnson avait beaucoup voyagé. Alors, il a une très brève carrière, évidemment. Hein, quand on décède à 27 ans, on peut pas avoir une carrière jusqu'à la retraite. Mais il jouait un peu partout, comme il pouvait. Et en fait, ses succès se sont résumés à 29 chansons qu'il a écrites et enregistrées à Dallas, à San Antonio. Donc entre 1936 et 1937, c'est pour ça que je dis que si j'avais pas découvert cet artiste dans Arizona Bleu Nuit, de ces années-là, je suis jamais remontée là en musique, en littérature éventuellement, mais pas en musique, quoi. Et pourtant, donc j'ai fait quelques petites recherches personnelles. C'est vrai qu'une grande partie de la vie de Johnson est enveloppée de mystère. Il y avait un musicien de blues, un de ses contemporains, qui avait affirmé que Johnson, il jouait de l'harmonica à peu près décemment, mais qu'il était médiocre au niveau guitare.
Il a disparu quelque temps et quand il est revenu, c'était devenu un guitariste, mais vraiment hors pair. Et il y a toute une légende qui s'est montée autour de ça, qui veut que Johnson ait pris sa guitare, se soit rendu alors au carrefour des autoroutes 49 et 61, donc c'est dans le Mississippi, et qu'il a fait un pacte avec le diable, devenir un guitariste virtuose en échange de son âme. C'est vrai qu'à l'époque, pourquoi pas, donc le diable a accordé sa guitare, hein, a joué quelques notes et lui a rendu l'instrument, l'ayant rendu virtuose. C'est très surprenant. J'ai été étonnée d'ailleurs par l'histoire de ce bluesman, parce que on est tous un peu curieux quand même, et il y a toujours des choses qui nous semblent étranges. Bon, moi, quand j'ai découvert Kurt Cobain, il était vivant, hein. Et puis, et sa mort, enfin, elle a été immédiatement rendue suspecte par, je sais pas si c'est médiatique, si c'est ses amis autour, je sais pas, mais c'est vrai que c'est devenu suspect et qu'il y a eu énormément de journalistes d'investigation, il y a eu beaucoup de recherches, il y a eu, moi j'ai lu son journal, mais il y a eu aussi des reportages basés sur des recherches qui effectivement remettent en cause le suicide de Kurt Cobain. Ouais. Donc pour moi, à ce jour, je ne sais pas où est la vérité, mais j'ai un doute qu'il se soit suicidé de la façon qui est donnée. Déjà pour une raison physique. N'empêche que Nick, avec sa guitare, c'est aussi un mystère. On nage dans le mystère dans ce roman. Je sais pas si... Alors vous lisez Stephen King. Si vous lisez Stephen King, je sais pas si vous avez lu Bazar. C'est pas du tout récent. Et dans ma lecture d'Arizonable Nuit, justement dans l'acquisition de cette guitare, je sais pas, j'ai fait un voyage dans le temps. Et je me suis retrouvée, oui, dans le... Je sais pas, par le contexte, parce qu'il n'y a aucune référence à ça. Mais rien du tout. Enfin voilà, et en plus ça fait tellement longtemps que je l'ai lu que c'est pas le premier bouquin auquel je vais penser. Et pourtant ça m'a ramené, mais là, l'espace d'un instant, ce qui fait que ça a mis encore plus de mystère. Il faut l'avouer. Et je me suis dit, c'est un auteur que je félicite, parce que dans un Stephen King, j'ai lu Stephen King très jeune, et c'est pour moi, donc son écriture a évolué, et il a un art dans sa plume, l'art de vous embarquer. Même, enfin, sans citer, il y a un livre où il se passe absolument rien, mais il vous embarque et vous lisez jusqu'à la fin. Et c'est ça qui me surprendra toujours dans l'écriture de Stephen King, qui donc est pour moi un maître en la matière. Là, il y a de très bons auteurs. Je fais pas de comparaison. Là, je me suis demandé, parce que comme il n'y a pas du tout de rapport vraiment avec Bazar, pour que ça m'interpelle comme ça, c'est une impression personnelle, hein, bien sûr, je suis d'accord, mais cette intrigue brumeuse, la guitare, et puis les pas de ce français sur un jeu très imprévisible, il y a quand même
une plume qui peut en rappeler une autre et pas n'importe laquelle. Ce pauvre Nick, parce que j'ai envie de dire ça quand même. Donc dans ces diverses rencontres, va aussi croiser dans un lieu qu'il ne fréquente pas. Attention, hein, on remet les choses à leur place. Il n'est pas du tout américain. Il vient de France, pas très longtemps qu'il est là, et sa vie devient un véritable jeu de pistes. Et la première étape est une question que va lui poser un inconnu. Et vous allez comprendre pourquoi je vous ai parlé de ça avant. C'est qu'en fait, cet inconnu lui demande s'il veut savoir la vérité sur la mort de Robert Johnson. Évidemment qu'il veut savoir la vérité sur la mort de Robert Johnson. Celui, contrairement à moi, lui, il a l'air de le connaître. Et ça l'interpelle énormément. Donc, il voudrait percer le mystère. Comme si on me demandait si je voulais suivre la piste de Kurt Cobain, peut-être que je le ferais. C'est vrai que ça pourrait... Enfin, il va suivre ce qui pourrait être la grande révélation sur la mort de cet artiste. Et puis, bon, du coup, j'ai fait la connaissance de Robert Johnson. C'est un intérêt très culturel, mais je vais bien sûr pas vous dévoiler rien du tout sur sa mort, parce que je préfère franchement vous conseiller la lecture d'Arizona Nuit, qui c'est plus qu'un coup de cœur, parce qu'un coup de cœur c'est quelque chose qu'on aime. Là je l'adore, voilà, je l'ai adoré. Je crois que si je m'en vais sur une île déserte, je peux emmener que ce bouquin, je pourrais le relire un certain nombre de fois sans me lasser. Je trouverai toujours quelque chose entre les lignes. C'est ce que j'appelle moi le page turner, la lecture addictive. Voilà. Nick, le narrateur, m'a embarqué dans un road trip qui est vraiment incroyable. J'ai suivi sa quête. Alors, ne connaissant pas l'artiste au départ, j'ai quand même suivi sa quête. Parce que d'abord, je voulais savoir. Et puis, j'en arrive à me demander si un objet peut changer aujourd'hui mes projets. Parce que l'aventure de Nick est peut-être un rêve. Bon, j'en sais rien. Mais... sans aucun doute, tout ça m'a envoûtée et c'est vrai que la dernière page à peine lue, je voulais reprendre ma lecture. Voilà. Là où tout a commencé, et je sais pas. Comme je vous le dis, pour lire encore, chercher des pistes cachées entre les lignes, retourner toujours, encore, toujours, parce que ce livre est un objet aussi qui est arrivé entre mes mains et qui a marqué un énorme changement dans mes habitudes et dans mes projets, puisque je ne me suis pas arrêtée de lire. Voilà. Je me suis vraiment perdue dans cet univers que je peux pas vous décrire sans faire un spoil. C'est assez indescriptible. J'ai parlé de Stephen King parce qu'à un moment aussi, je suis retournée vagabonder dans un tout autre roman de Stephen King qui n'a rien à voir avec Bazar et qui est Dr. Sleep, c'est un roman qui est très déstabilisant. Oui, Stephen King, je crois que les œuvres complètes, je dois pas en être loin, sauf que continue à écrire.
C'est donc ce livre est l'objet qui m'a fait rester dans le canapé alors que j'ai une vie active et qui a changé beaucoup de choses, me renvoyer déjà à des lectures auxquelles je pensais même plus. Qui n'ont aucune similitude avec ce qui est raconté dans Un raisonnable nuit. Donc c'est vraiment dans la plume, dans le style d'écriture. Alors, je ne sais pas si en allant aux États-Unis, étant donné que Stephen King est professeur d'écriture créative, peut-être qu'il a suivi ses cours, hein, je ne sais pas. Mais n'empêche que c'est ça m'a rendue curieuse, ça m'a rendue imaginative, comme si je l'étais pas déjà assez. Et bon, même si Un raisonnable nuit n'est vraiment pas un roman comme les autres, hein, ça je peux vous le garantir, je reste surprise par mon attitude. Voilà. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre qui est complètement inclassable et irremplaçable. Donc essayez pas de me le piquer pour même m'en refiler 10 autres à la place, c'est pas la peine, j'en veux pas. J'ai trouvé même que à l'intérieur de ce livre, on pouvait se poser des questions sur l'inconscient, la folie. Nick, je sais pas s'il l'est, ou s'il le devient, ou si c'est moi, mais n'empêche que c'est un personnage intrigant avec lequel j'ai créé un lien, mais un lien bizarre. Pas comme quand on s'attache à des personnages ou parce qu'on les aime bien, c'est plus un lien de recherche, de quête, de ce genre de lien. Et c'est difficile à expliquer. Parce que c'est un personnage, hein, je le connais pas, Nick. Et je connais pas de Nick de toute façon d'ailleurs. Donc créer un lien avec, enfin, ce genre de lien avec un personnage, à savoir que au début c'est vrai que j'ai retenu la date de la beuverie, hein, disons, mais en fait les dates n'ont pas de sens parce que elles ne donnent pas de repères, hein, c'est intemporel, c'est hypnotique. C'est comme si vous rêviez en étant éveillé, je sais pas, sous l'emprise de la drogue, j'en prends pas, mais et bon, je vais vous faire rire, mais j'en suis arrivée à me demander si l'auteur avait pas trouvé sa plume dans une boutique du Maine qui aurait pu changer la préparation de ses cours, voilà. Est-ce qu'il dévoile une partie de sa biographie avec cette plume qui va guider ses mots? Et est-ce qu'il pourrait lui-même répondre à ces questions d'ailleurs? Où est-il allé chercher sa plume? Dans quelles conditions il l'a eu? Vous voyez, on est dans le mystère, on est dans la quête de la vérité. Et pourtant, qu'est-ce que la réalité? Qu'est-ce que la vérité? Je ne sais pas si on n'a pas tous une perception bien différente de cette vérité. Et quand on lit, ou même quand on vit, n'importe où, on peut la construire, la vérité, et puis arriver, c'est pas du tout ça. On est un peu déçu. En tout cas, moi, j'ai pas été déçue. Ma lecture est une grande aventure américaine. Même si ça aurait peut-être pu se passer n'importe où ailleurs, j'en sais rien. Mais c'est un road trip et comme c'est vrai que les États-Unis c'est un grand pays avec des grandes routes. C'est vraiment le road trip où on va aller dans des tas d'endroits
avec une action qui est incroyable. Chaque passage, donc, parce que de temps en temps on s'arrête sur quelque chose, sur un indice, et bien ça m'obligeait à continuer à tourner les pages. Vous savez, vraiment, ce livre en fait fut ma drogue. Et voilà. Et donc, je voulais absolument, enfin, je suivais Nick dans sa quête, d'où ce lien. Je lâchais pas ce personnage. Et je me demandais même comment il pouvait encore avancer et où il allait, quel était son but. Voilà, donc j'ai adoré. Je suis vraiment restée, je suis encore dedans. Hein, j'ai lu un autre livre, mais celui-là, je suis pas prête de l'oublier. Il est resté. C'est un truc, c'est le truc qui reste. Donc, quelque part, l'objet qui change un peu la vie. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de découvertes. Une sensation bien étrange. Non, étrange parce que c'est vrai qu'il y a la plume est fluide et que on va, enfin, je sais pas si l'histoire est très claire et très simple à comprendre et c'est mon cerveau qui l'a rendu indescriptible, je crois. D'ailleurs, je sais pas si je crois, parce que j'ai bouleversé mes croyances. Pour moi, le temps est une donnée qui est universelle et invariable. On est d'accord, 1 heure, c'est 1 heure. Et pourtant, la perception qu'on a du temps, elle nous est personnelle. Et en lisant ce roman, À raisonnable nuit, je ne sais pas si j'ai vraiment eu une notion de temps, autant à l'intérieur du roman qu'à l'extérieur du roman. C'est vraiment, si je peux donner un conseil, c'est un roman d'une tellement grande richesse qu'il ne faut surtout pas laisser passer. Voilà. Et là, je suis vraiment convaincue. Je crois que je pourrais le vendre moi-même. C'est tellement exceptionnel que dès que j'irai quelque part, il est très possible que ce livre me suive encore partout quelque temps. Vous aurez la chronique rédigée sur le blog, comme d'habitude. Abonnez-vous, il va y avoir pas mal de nouveautés en ce qui concerne la littérature, l'écriture et l'organisation créative. Donc, j'en dis pas plus là parce que c'est pas le sujet, mais vous allez voir, ça m'amuse parce que Publish Room Factory, que je remercie, mais alors vraiment du fond du cœur, a comme slogan sauver un écrivain, dévorer un bouquin. J'aime beaucoup. Même si c'est pas forcément original parce qu'on le connaît d'ailleurs, hein, pour le vigneron, mais n'empêche que j'aime beaucoup et c'est une maison d'auto-édition, hein, attention, c'est pas... Mais je les remercie vraiment parce qu'ils m'ont fait là vraiment découvrir une super pépite et je suis très reconnaissante. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et puis je vous dis à la prochaine.